Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu au format vlog qui rentre dans la catégorie des hors-séries de la chaîne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant je pose des pastilles sur les vignettes des vidéos. Si vous avez une pastille jaune, ça veut dire que c'est un Monsieur Bidouille, un épisode classique qui vient de sortir. Et si vous avez une pastille bleue, ça veut dire que c'est un épisode un petit peu hors-série, donc qui sera fait un peu plus à l'arrache, avec plus ou moins de montage, etc. Bref, cette petite aparté étant faite, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet je suis tombé dessus sur Twitter par hasard, en fait, au pif quoi. Et donc c'était à l'origine un tweet de Laurent Alexandre, qui est quelqu'un qui fait pas mal de chroniques, d'articles, etc. dans des magazines, à la télévision, etc. et qui parle du futur. C'est un transhumaniste, etc. Bref, je vous laisse aller voir la fiche Wikipédia de ce monsieur. Et qui a écrit un article sur l'Express. Alors, je sais pas quand est-ce qu'est paru l'article sur l'Express. Je sais juste que le tweet dans lequel il a mis le scan de l'article, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller le voir, c'est un article qui fait une page, qui est relativement court. Lui est paru le 12 juillet. Et cet article en question se nomme « Apprendre à coder, point d'interrogation, non, point d'exclamation ». Donc en fait, pour lui, et il le dit clairement d'ailleurs dans son tweet, ça ne servirait à rien d'apprendre à programmer maintenant, puisque le paradigme de la programmation va disparaître avec l'intelligence artificielle. Et donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant justement de profiter de cet article, qui est relativement court et relativement simple à lire, pour réfléchir un petit peu sur la question de l'enseignement du code à l'école et dans un milieu professionnel. À la rentrée, en septembre, il va y avoir au programme scolaire et au programme du collège des cours de code. Donc ça va être relativement simple, je suppose. Je crois qu'il va y avoir une question au brevet et il va y avoir quelques notions enseignées. Donc je pense, d'après mon expérience et de ce que j'ai vu, ce qu'on fait faire aux collégiens et aux scolaires, c'est plutôt du Scratch. Donc c'est un logiciel qui est sous licence libre, qui a été créé par le MIT et qui permet aux enfants d'apprendre à programmer. Pour moi-même en avoir fait avec des enfants, ça marche très très bien, et d'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous mets aussi le lien dans la description, allez voir ce logiciel, vous pouvez faire tester à vos enfants, ou même si vous ne savez pas coder, pour vous mettre au code, pour comprendre la logique de base, c'est un très très bon logiciel qui permet justement de saisir un petit peu les subtilités, etc., de comment on structure quelque chose. Pour revenir à cette question, pour revenir à cet article, le souci que j'ai avec cet article, c'est qu'il ne définit pas vraiment de quoi il parle. Il parle d'apprendre le code en général, mais est-ce qu'il parle d'apprendre le code au niveau scolaire, ou alors est-ce qu'il parle d'apprendre le code dans un parcours professionnalisant? Parce que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Or, lui, en fait, on dirait qu'il met tout dans le même panier, puis balance ça en vrac. La thèse de l'article est relativement simple, c'est dans le futur, c'est-à-dire vers 2030 à peu près, ça ne servira à rien de savoir coder, puisque ça sera l'IA qui fera le code à notre place. Et donc, les programmeurs disparaîtront progressivement, et il ne restera qu'une élite de programmeurs, les meilleurs des meilleurs... Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur! La crème de la crème, qui, elle, codera l'IA. C'est-à-dire, voilà, ce sera vraiment les élites de la nation qui coderont l'IA parce que ça sera très compliqué à faire. Mais ensuite, l'IA fera tout le boulot nécessaire pour faire tout ce qui est petits programmes, toutes les petites choses à programmer à l'heure actuelle. Et donc, tous les métiers, entre guillemets, intermédiaires de programmation disparaîtront. Il explique que ça ne sert à rien d'apprendre le code, puisque de toute façon, ça ne fera pas des génies automatiquement, et que c'est des génies qu'il faudra pour coder, et que ça sera une infime minorité, donc ça sert à rien de généraliser ça. Vu que l'article ne définit pas vraiment si c'est dans le cadre professionnel ou dans le cadre scolaire, je vais aborder les deux. Je vais commencer par le scolaire, puis après on passera dans le cadre professionnel. Alors, pourquoi apprendre le code à l'école ? Globalement, tout le monde est plutôt d'accord. Tout le monde se dit, ouais, c'est quand même pas mal, on a de l'informatique de partout, ça serait bien d'apprendre un petit peu à coder. Mais il y a quand même des critiques qui ressortent. La première critique que j'ai vue, qui est assez récurrente, c'est de dire que ce sont des enfants, ils n'apprendront que des bases de base qui serviront à rien, et donc ça ne fera pas d'eux des programmeurs, donc ça sert à rien. C'est des collégiens et des scolaires. Est-ce que vous croyez à un seul moment qu'ils apprennent un métier? Je veux dire, au niveau des maths, par exemple, quand vous avez le brevet des collèges, même si vous avez une très bonne note en maths, vous avez des bases qui sont extrêmement insuffisantes pour un ingénieur, par exemple. Donc un ingénieur vous dira que ça ne sert à rien
d'apprendre les maths à l'école, parce que de toute façon, vous sortez avec un bagage qui est largement insuffisant pour faire des maths correctement. D'ailleurs, l'article de Laurent Alexandre va un petit peu dans ce sens-là, puisqu'il dit, pour bien coder, bien faire des algorithmes, etc., et faire des choses qui sont vraiment utiles, c'est pas donné à tout le monde, et il faut être super bon, etc., et que globalement, le Pékin moyen n'y pige rien, n'y pigera jamais rien, et donc pourquoi on lui donnerait les clés de ce genre de choses? Je pense tellement pas comme ça, c'est incroyable. Moi j'ai envie de donner la possibilité à tout le monde, justement, d'avoir accès à ces choses-là. Personnellement, je pense qu'au contraire, il faut couvrir un maximum de gens. Comme ça, déjà, ça permet de détecter d'éventuels génies qui pourront faire des codes extraordinaires, des choses comme ça, mais aussi ça permet de donner les clés à des gens qui auront des modes de pensée et des manières d'envisager la chose qu'on n'envisage pas à l'heure actuelle. Ce qui fait avancer l'informatique, c'est aussi des pensées différentes. C'est aussi le fait que on imagine des choses différentes. Pourquoi il y a autant de diversité sur Internet? Pourquoi il y a autant de choses qui sont créées sur Internet? C'est parce que c'est accessible à tous. Je suis quasiment sûr qu'à l'époque de la généralisation d'Internet, plein de gens devaient dire « de toute façon, les gens sont trop cons pour savoir l'utiliser, et donc il ne se passera rien ». Or, on a bien vu l'inverse, on a bien vu qu'on pouvait faire des choses extraordinaires. Et donc, le fait de donner accès à ce genre de technologie à un maximum de gens, au contraire, ça crée de l'inconnu, ça crée de la diversité, et de cette diversité va se créer des choses. Simplement, il faut faire confiance à ces gens-là. Faut pas les traiter d'abrutis. C'est tout. Je pense qu'au contraire, il faut commencer par les bases des bases, même si c'est extrêmement simple, et peut-être que ça suscite des vocations, et donc, ces gens-là, ensuite, iront plus loin. Au lycée, ils iront plus loin, et après le lycée, ils choisiront un parcours, parce qu'ils ont déjà fait du code, où ils apprendront vraiment la programmation pour en faire un métier. Donc il ne faut pas brûler les étapes, c'est pas parce qu'on apprend quelque chose au collège qu'on va s'en servir pour un boulot. Et heureusement, le principe de base, c'est quand même de former des citoyens à l'origine. Donc la question qu'on pourrait se poser du coup, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile d'apprendre le code, les bases du code, à l'école? Eh bien pour moi, oui, bien évidemment. Dans l'article, Laurent Alexandre parle du fait absolument nécessaire d'avoir un esprit critique par rapport au numérique. Alors je souscris totalement à ça, moi le rôle de ma chaîne, c'est en partie ça, c'est-à-dire avoir de l'esprit critique. Alors, je suis plutôt orienté sur les objets, etc., mais je suis aussi orienté autour du numérique. Donc, l'esprit critique là-dessus, c'est oui, évidemment. Mais apprendre le code, ça permet aussi d'aborder la question du numérique et de l'informatique de manière différente. Déjà, d'une part, ça permet de comprendre que tous les ordinateurs fonctionnent grosso modo de la même manière. Tous les langages informatiques, même s'il existe différents langages informatiques, il y a toujours des règles de base qui s'appliquent de partout. Et donc ça peut être extrêmement intéressant de voir ces règles de base. La logique booléenne, les structures de contrôle de base, un for, des choses comme ça, ça peut être très intéressant. Ce qu'est une variable, comment on stocke la donnée dans l'ordinateur, des structures de données très très simples, etc. Ça permet déjà de comprendre la logique de l'ordinateur et de comprendre une chose qui est très importante, c'est que l'ordinateur est complètement con. L'ordinateur ne fait que ce qu'on lui dit de faire, et ça c'est très important, parce que s'il se passe quelque chose sur un ordinateur, ça veut dire qu'on lui a dit de le faire, ou alors c'est une erreur involontaire. Mais l'ordinateur ne fait pas par lui-même des choses. Même un ordinateur qui fait tourner du machine learning, ce qu'on appelle une IA, est complètement con. Je veux dire, c'est le programme d'IA qui a été fait par des humains qui lui permet de simuler une certaine forme d'intelligence. Mais l'ordinateur lui-même est débile. Donc ça, je pense que c'est très intéressant parce que ça permet de combattre la fracture numérique qui n'est pas juste entre les vieux et les jeunes, mais aussi entre différentes couches de la population. Alors, on n'est pas tous égaux devant l'informatique, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on maîtrise automatiquement tous les outils informatiques. Ça, c'est un véritable mythe. Et donc il faut s'attaquer à ça à l'école, ça paraît évident. Ensuite, l'énorme avantage du code, c'est que c'est quelque chose qui est transdisciplinaire. Grosso modo, on peut appliquer des principes appris en mathématiques, on peut les appliquer directement en physique. Par exemple, on peut très bien imaginer qu'en physique, on ait des systèmes qu'on peut programmer pour qu'ils aient un comportement, et pour programmer ce comportement, il va falloir utiliser des formules mathématiques, etc. Alors bien sûr, on utilise déjà des formules mathématiques en physique, mais là, l'idée, c'est qu'on peut les appliquer directement. On peut par exemple coder un robot, coder le comportement d'un robot, et ce comportement sera codé avec des formules mathématiques. Pour prendre un exemple, l'accélération est la dérivée de la vitesse. Donc si je sais utiliser correctement des dérivées,
je vais pouvoir déduire la vitesse d'un robot grâce à son accéléromètre qui est fixé dessus. Et donc je pourrais faire un petit code qui me donne en temps réel la vitesse du robot. Et avec ça, je vais pouvoir, par exemple, programmer le comportement de mon robot. Voilà, donc ça c'est par exemple un petit exemple de ce qu'on peut faire avec du code informatique au collège ou au lycée. L'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est que la structure du code nous demande de comprendre plus le cheminement pour arriver à un résultat que le résultat lui-même. Ce qui est très intéressant par exemple en mathématiques. En mathématiques, par exemple, on apprend à écrire sur papier le raisonnement pour obtenir un résultat. Et la manière dont on écrit ce raisonnement n'est pas très réutilisée ailleurs, c'est-à-dire que ça va nous servir uniquement pendant notre scolarité, globalement, pour une majorité d'entre nous. Donc c'est vraiment une sorte de langage qu'on apprend spécifiquement pour les maths. Et ben on pourrait imaginer qu'au lieu d'apprendre cette forme de langage-là, ou en complément de cette forme de langage-là, on apprenne à coder. On peut très bien imaginer poser un problème mathématique et d'écrire un code qui résout ce problème, donc le but c'est d'obtenir le bon résultat, et on sait que si on obtient le bon résultat, vu que c'est l'ordinateur qui le calcule, ça veut dire qu'on a fait forcément le bon raisonnement, le raisonnement étant le code en lui-même. Donc ça c'est vraiment parfait par exemple pour les maths. Du côté professionnel, ce que dit Laurent Alexandre, c'est que dans le futur, eh ben, ce sera l'IA qui fera le code à notre place. Alors là-dessus, il faut revenir un peu sur la question de qu'est-ce que c'est le code, déjà, pour commencer, l'histoire d'éviter un petit peu la confusion. Alors quand on parle d'apprendre le code, c'est apprendre un langage informatique. Et en général, quand on parle d'apprendre un langage informatique, dans l'immense majorité des cas, c'est apprendre ce qu'on appelle un langage de haut niveau, c'est-à-dire les langages qu'on voit, le C, le C++, le Java, le Ruby, enfin bref, tous ces langages qu'on entend parler. Or, le langage de haut niveau, c'est quoi? C'est un langage qui a été fait pour les humains. Parce que la machine, elle, ne comprend que le langage machine. Et donc, quand on fait un programme en C, c'est pas un programme que la machine comprend. On a l'impression qu'il faut qu'on se plie aux exigences de la machine. C'est pas exactement ça. On a créé le C parce qu'il correspond à un paradigme de pensée, mais aussi parce qu'il est compréhensible par l'humain. C'est un langage qui s'approche du langage humain. Et donc, une fois qu'on a fait notre programme en langage de haut niveau, on va le convertir en langage machine par le biais d'un compilateur. Il va le convertir ensuite de 0 et de 1, parce que le langage machine, c'est des 0 et des 1, quoi. Donc c'est pas très compréhensible comme ça par défaut. Ce que j'essaye de montrer, c'est que le langage informatique, c'est du texte. Ça a été fait pour être compréhensible des humains, c'est donc, quelque part, une interface. Dès qu'on veut faire quelque chose de compliqué à un ordinateur, dès qu'on veut faire quelque chose de précis, de foisonnant, de complexe, le code est un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour faire ça. C'est même le moyen le plus efficace pour faire ça. Et donc, si on part du principe que l'IA ferait le code à notre place, ça supposerait qu'elle serait une nouvelle interface avec l'ordinateur qui remplacerait le code. Grosso modo, on demanderait des choses à l'IA et elle nous créerait le programme correspondant. Or, la question qu'on peut se poser, c'est, à l'heure actuelle, on demande comment à l'IA de faire quelque chose. Comment on dialogue avec une IA? Comment on s'en sert? Eh bien, on s'en sert en écrivant du code, tout simplement. Parce que l'IA, même si elle est très intelligente, on va dire aussi intelligente qu'un humain, voire même plus, elle est tout au plus capable de faire de l'interprétation. C'est-à-dire qu'elle c'est pas un devin, quoi. Elle sera capable tout au plus d'interpréter ce qu'on lui dit. Si je dis à l'IA quelque chose d'imprécis, eh ben, il y a peu de chances pour que le résultat de sa programmation soit conforme à mes attentes. Ça veut dire que si je veux lui faire quelque chose de nouveau, de précis et de complexe, il va falloir que je lui demande de manière très précise et très formatée, pour éviter que l'IA justement fasse des débordements, qu'elle fasse des choses que je n'ai pas envie qu'elle fasse. Et bien ça, c'est le code, c'est exactement le principe du code. Et donc si vous cherchez machine learning Google sur internet, vous allez tomber sur une page qui présente toutes les offres que Google a au niveau de l'IA. Enfin, comment ça se passe? Et bien on passe par un système dit d'API. Alors un système d'API, c'est relativement simple. Au lieu d'installer l'IA sur mon ordinateur, c'est-à-dire je vais télécharger l'IA de Google et je vais l'installer chez moi, eh ben je vais utiliser l'IA qui est, elle, installée sur les serveurs de Google, donc chez Google, et pour accéder à ces serveurs, je vais passer par Internet. Je veux dire, je vais y accéder à distance, par Internet. Et donc, pour y accéder, j'utilise un système d'API, c'est-à-dire que Google me donne un ensemble de fonctions qui sont des lignes de code, avec un manuel, donc une documentation, où il m'explique cette fonction elle sert à ça, cette fonction elle sert à ça, etc. Tu peux les combiner entre elles, il y a certaines limites et tout. En utilisant ces fonctions, je peux appeler l'IA et lui demander de faire des choses.
Ça a pour avantage que je n'ai pas besoin de connaître vraiment comment est développée l'IA de A à Z. J'ai évidemment besoin d'avoir des bases en machine learning et en IA, parce que ça me permet de structurer mon programme pour qu'il soit plus efficace, etc. Mais ensuite, dans mon code informatique, je vais appeler l'IA pour lui faire des choses précises. Typiquement, si je fais un objet connecté avec de la reconnaissance vocale, j'ai pas besoin d'avoir de l'évitement d'obstacles ou de la reconnaissance faciale. J'ai juste besoin d'avoir de la reconnaissance vocale. Donc, je vais appeler les bonnes fonctions qui me permettront de faire de la reconnaissance vocale. C'est justement entre l'humain et l'IA, il y a une interface à créer, il faut qu'ils puissent se connecter entre eux, et c'est là qu'on va faire de la programmation. En plus, quand on commence à chercher un petit peu sur Internet la question de l'IA qui crée elle-même son propre code, on tombe sur des articles autour d'une expérience qui a été faite par Microsoft qui a créé une IA qui justement est capable de coder elle-même. Et là c'est très intéressant parce que les propos qui sont tenus sont exactement l'inverse de ce que dit Laurent Alexandre. Ils disent, eh ben c'est super cool parce que cette IA qui est capable de coder elle-même, ça va permettre à des débutants en code de pouvoir coder des choses très compliquées. C'est-à-dire que ça sera encore plus facile de créer du code. Souvent, quand on lit des articles sur l'IA et donc l'intelligence artificielle, etc., on a souvent des commentaires ou alors des conclusions d'articles qui disent « Oui, mais bon, l'IA, elle sera jamais capable de vraiment être créative, etc. Il faut que ça soit notre créativité qui s'exprime et donc l'IA nous permettra d'être plus créatifs, etc. » Donc ça, c'est très bien, mais comment ça se traduit concrètement ? Concrètement, comment on fait? Justement, là on a un très bon exemple. Le principe de l'IA qui crée elle-même du code, c'est qu'on va avoir un programmeur qui va commencer à faire son code informatique, qui va faire donc son programme, et l'IA va relire le programme pour corriger par exemple les fautes les plus évidentes, je sais pas, des erreurs de syntaxe, des trucs comme ça. Mais en plus, l'IA va aider le programmeur, par exemple, pour optimiser son code. C'est-à-dire que elle va comprendre certaines parties du code, mais peut-être pas forcément la finalité du code global, mais juste certaines parties, et elle va dire « Ah ben tiens, au lieu d'utiliser cette fonction-là, tu devrais utiliser cette fonction. Au lieu de cet enchaînement-là, tu peux le réduire et le simplifier. » C'est-à-dire que ça permettra d'optimiser le code, ça permettra de chercher les bugs, ça permettra, bref, de simplifier le travail du programmeur. Donc après, ça pose une autre question. Est-ce que l'arrivée de l'IA ne créera pas une sorte de casualisation, entre guillemets, des programmeurs? C'est-à-dire qu'il y aura besoin de moins en moins de compétences pour savoir programmer, et donc on aura des sortes de programmeurs du dimanche qui feront des programmes de fou, et peut-être que ça posera problème. Bon, ça c'est une autre question qu'on peut se poser, évidemment, mais je ne pense pas que ça sonnera le glas du code. Au contraire, même, je pense qu'il y aura plus de code, parce que justement, ça deviendra de plus en plus accessible. Donc là, je pense que j'ai répondu sur la question d'apprendre à programmer pour en faire un métier, mais il y a aussi la question de est-ce que ça vaut le coup d'avoir des notions de code ou de savoir un petit peu programmer pour des métiers où, a priori, il n'y a pas besoin de savoir faire de programmation. Et bien là-dessus, moi je suis pas persuadé que la programmation ne soit utile qu'aux programmeurs. Au contraire, même je pense que ça peut simplifier pas mal de métiers. Par exemple, on peut penser à une secrétaire qui se crée ses propres petits scripts pour trier des documents automatiquement selon des critères qu'elle a établis elle-même avec des réglages très fins. Notamment pour générer du texte, etc. Et d'ailleurs, même avec l'aide des IA, ça sera encore plus intéressant, puisqu'on pourra vraiment créer des scripts qui feront des bouts de texte un peu compliqués, etc. Donc ça peut être très intéressant. Donc on peut imaginer le mécanicien qui crée ses propres scripts pour détecter une panne ou tester des choses sur une voiture. On peut imaginer même, je sais pas, dans le domaine médical, de créer des routines ou des choses comme ça automatiques. Enfin bref, on peut imaginer plein de choses qui peuvent être utiles au quotidien. C'est-à-dire, c'est pas forcément on codera toute la journée, hein, ce sera pas le métier d'être programmeur, mais par contre, ça peut être extrêmement pratique pour son propre métier de savoir coder. Donc voilà, c'était cette petite vidéo justement pour parler de la question d'apprendre la programmation. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je referai sûrement ce genre de vidéo parce que je trouve ça assez intéressant. C'est facile à monter, c'est assez rapide à faire, même s'il faut quand même prendre des notes et tout. Et ça permet d'aborder certains sujets, soit dans lesquels j'ai pas assez de matière pour en faire un Monsieur Bidouille, soit dans lesquels justement j'estime que j'ai pas assez de connaissances et de compétences pour en faire un Monsieur Bidouille, mais par contre je peux en faire un vlog comme ça où je donne plutôt mon avis
plutôt que je vais faire de la recherche documentée, ultra poussée, etc. Et ça permet comme ça de donner mon avis, de voir ce que vous en pensez, de faire des retours, et éventuellement, pourquoi pas après, déboucher sur un épisode. Donc voilà, je vous souhaite de bidouiller des trucs, et on se dit à la prochaine. Salut!